Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a plusieurs commentaires qui arrivent. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous pour ce webinaire live de Prisme.ai sur lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir Bastien Hugues. Je vais commencer par me présenter et présenter Prisme.ai pour ceux qui ne nous connaissent pas, celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi c'est Wafa Amal, je suis la directrice générale de Prisme.ai. Et Prisma.ai est une entreprise française qui propose une solution agentique pour les entreprises et les organisations, qu'ils soient publiques ou privées, qui souhaitent tirer profit de l'IA générative et utiliser cette technologie à l'échelle pour transformer leur métier. Et en fait, notre mission chez Prisma.ai, c'est de faire en sorte que l'ensemble des talents de l'entreprise puissent prendre part à cette transformation par l'IA générative, sachent la manipuler, sachent créer et manager des agents IA. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'en fait, on sait que ça devient un marqueur important pour l'employabilité de tout le monde dans le futur du travail de demain. Il en va de leur employabilité, de la sécurité et de la résilience des entreprises que de faire en sorte que tout le monde sache utiliser cette technologie. De la même manière qu'on a mis entre les mains de tous les collaborateurs à un moment un ordinateur où on leur a appris, où on leur a donné les moyens pour apprendre à utiliser un fichier Excel. Aujourd'hui, il devient important qu'on fasse la même chose pour la capacité à utiliser l'IA générative, à créer des agents et à les manager en cours de vie. Et pour montrer que c'est possible, puisque c'est une question que je reçois souvent, est-ce que même si je ne suis pas technique, si je n'ai pas de compétences techniques, si je ne suis pas développeur, développeuse, est-ce que je peux aussi créer des agents? Eh bien, c'est pour répondre à cette question précisément et vous montrer des exemples que oui, c'est possible, que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Bastien Hugues de Bouygues Télécom, à qui je vais passer la main pour qu'il puisse se présenter. Merci Wafa. Quand tu veux, tu peux me suivre sur Figma, normalement sur la présentation Figma. Et d'abord merci, voilà, c'est parfait. Merci en tout cas d'abord à toi pour l'invitation. Bouygues Télécom et Prism travaillent ensemble depuis maintenant plusieurs mois. On va évidemment vous en parler, mais je vais d'abord faire un petit mot rapide sur moi. Donc moi, je travaille chez Bouygues Télécom depuis 2020. Je suis arrivé d'abord avec un profil particulier puisque j'étais journaliste auparavant, et donc je suis arrivé chez Bouygues Télécom pour faire du contenu et travailler sur le référencement. Et depuis 2023, j'ai changé de périmètre et j'ai managé l'équipe design, et maintenant je suis head of design. Donc en gros, j'ai chez Bouygues Télécom l'ensemble de l'équipe design avec ses différentes expertises. Donc le product design qui est en charge de concevoir les meilleurs parcours possibles pour nos utilisateurs. Toute la partie content design, donc faire en sorte qu'on trouve les mots, le ton qui vont bien, qui ressemblent à Bouygues Télécom et qui améliorent l'expérience des utilisateurs. Le design graphique pour qu'on ait une expérience visuelle, une UI qui soit cohérente, attrayante, rigoureuse, et le design system qui régit toutes les règles pour une expérience qui soit efficace, homogène, accessible, facile à développer, à entretenir dans la durée. Wafa, si tu me dis si on commence d'emblée ou si tu souhaitais faire un mot supplémentaire d'intro ou... Juste, je voulais dire que vis-à-vis de ta présentation, merci d'avoir partagé ton parcours. On voit bien que Bastien n'est absolument pas ingénieur ni un geek de la technologie. Et pourtant, vous allez le voir, c'est un des fervents utilisateurs de Prisma.ai sur le studio IA de Bouygues Télécom. Donc Studio IA Bouygues Télécom, si vous l'avez manqué, il y a eu un communiqué de presse fin novembre qui en parle, et donc il parle du partenariat que nous avons chez Prisma.ai avec Bouygues Télécom, et globalement c'est une plateforme qui a été ouverte à l'ensemble des collaborateurs, d'abord pour faire toute la phase d'acculturation avec un chat sécurisé qui s'appelle Lucia Plus aujourd'hui, et donc il permet à tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices de venir consommer des agents ou utiliser tout simplement le chat sécurisé sur la base de connaissances du groupe ou en exploitant le web. Mais il y a aussi toute la partie Studio IA qui permet à tous les collaborateurs et collaboratrices, tout en autonomie, de venir créer des agents
et de les manager, de les travailler. Et à tout moment, dès qu'on est satisfait du résultat de son agent, on peut lever la main et demander à ce que cet agent-là soit partagé à l'ensemble des collaborateurs. Et bien évidemment, il y a tout un parcours de mise en conformité, de validation de l'agent avant que celui-ci ne soit partagé à une partie ou totalité des collaborateurs. Donc, je vais rendre la main à Bastien parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il nous partage un peu comment est-ce qu'il fait au quotidien pour d'abord identifier les cas d'usage qui mériteraient d'être traités ou adressés par un agent, et puis comment est-ce qu'il procède pour réaliser cet agent jusqu'à arriver à quelque chose qui lui porte satisfaction. Je te rends l'antenne, Bastien. Merci Wafa. Donc effectivement, l'équipe, elle est composée, donc vous l'avez vu, de différentes expertises qui toutes interviennent de près ou de loin sur toute la partie grand public de Bouygues Telecom sur le digital. En gros, si vous êtes déjà client, c'est votre application, et si vous ne l'êtes pas encore, ou si vous l'êtes déjà mais que vous voulez compléter votre offre commerciale, c'est ce qui permet d'acheter un téléphone, un forfait ou une box internet sur le site de Bouygues Telecom, et donc ensuite sur toute la partie assistance, compte, etc. Et ce qui était intéressant, je trouve, quand on a commencé à parler des agents, c'est que très vite, on y a vu une opportunité pour régler un certain nombre de nos problèmes. Et c'était ça, principalement, l'approche des agents, c'était dire en quoi ils vont pouvoir régler nos problèmes. Donc, tu l'avais mis dans l'invitation. Le but de ce webinaire, c'est d'être assez basique. Donc, ça va s'adresser surtout à celles et ceux qui n'ont soit pas encore créé d'agents, ou n'y ont pas encore vu une véritable opportunité, ou ont commencé mais ne savent pas véritablement comment aller plus loin. Donc en gros, on fera une partie introductive, il y aura une première démo, vous verrez, pour que très vite vous voyez à quoi ressemble concrètement, à quoi sert un agent. On reviendra sur la phase d'introduction, on partira sur une démo ensuite un peu plus complète, avec 2 ou 3 agents en fonction du temps qui nous restera. Et puis, il y aura une phase d'échange, de questions et réponses. Donc, vous pouvez vous servir du chat pour poster vos commentaires ou poser vos questions. Juste un mot, Bastien, Bastien, il va se centrer sur son métier de designer. Donc, ça va parler à certains et certaines parmi vous, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes parmi les personnes connectées qui sont du même métier que Bastien. Mais l'objectif, c'est aussi de permettre à toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément dans le design de s'inspirer en se basant sur la démarche et l'état d'esprit de Bastien pour se projeter dans des cas d'usage qui pourraient correspondre à leur propre métier. Ouais, complètement. Là, typiquement aujourd'hui, on est en séminaire chez Snapchat avec toute la direction digitale de Bouygues Telecom. Donc, on dépasse complètement le cadre du produit. On a des personnes qui sont plus des profils tech, des profils data, etc. Et cet après-midi, on va retravailler avec Studio, donc qui est notre nom interne de la plateforme qui utilise Prism, pour créer de nouveaux agents, toujours dans cette logique de régler des problèmes. Donc, vraiment, le but de cette présentation, c'est que vous puissiez effectivement vous en inspirer. Bastien, il y a oui. une question, je vais y répondre parce que ça va permettre de clarifier effectivement pour tout le monde. Donc, merci Marianne pour la question agent ou assistant. Donc, ce qu'on met dans le mot agent, moi personnellement, je prends ce terme de manière généraliste, et effectivement, il y a différents niveaux d'agents. Il y a l'assistant qui va être simplement un prompt qui va se baser sur un corpus documentaire ou sur le web, par exemple. Et donc, il y a une seule tâche, effectivement, merci, une seule tâche effectivement qui va être allouée à cet agent. Ensuite, on va avoir, ou plutôt assistant, donc agent de type assistant. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'agent connecté, qui commence déjà à se baser sur soit une application interne, donc CRM ou autre application, ou une base de données spécifique. Donc, il est connecté. Et puis, on va avoir le multi-agent connecté, donc plusieurs agents ou plusieurs assistants qui vont venir communiquer ensemble pour exécuter une tâche un peu plus complexe. Et ça peut aller jusqu'au niveau, on va dire, supérieur de typologie d'agents. Donc, les agents de type agentique, ça veut dire quoi dans ma définition en tout cas, c'est un agent ou un multi-agent qui va avoir une autonomie totale ou partielle parce qu'on aura mis human in the loop, pour une prise de décision sur la base d'un certain nombre d'informations qu'on lui mettra en entrée, base documentaire ou encore une fois web, voire les deux, la possibilité de planifier une tâche et de l'exécuter de bout en bout. Donc, vous voyez, il y a dans le terme générique agent, effectivement, merci Marianne pour la précision, il y a l'assistant de base,
il y a l'agent connecté qui soit connecté à des outils, ce qu'on appelle des tools, qui va faire appel à des fonctionnalités ou tout simplement connecté à des bases de données ou des applicatifs, des multi-agents qui vont communiquer entre eux, et ensuite, on peut avoir l'agent de type agentique tel que je viens de le décrire. Ouais, je pense que là, on va être, alors vous le verrez, on va être plus sur des assistants. Effectivement, le terme agent, c'est peut-être une simplification de langage, mais on parle plus d'agents que d'assistants. La différence, tu l'as très bien résumé, Wafa. Là, vous allez voir plutôt la partie assistant, en tout cas tels qu'ils sont utilisés pour l'instant, c'est plutôt des assistants. Et à partir de maintenant, c'est-à-dire là entre fin 2025 et le premier trimestre 2026, ces assistants, ils vont pouvoir se transformer pour aller sur un rôle d'agent et pouvoir prendre des actions. Ce qui était important, mais j'y reviens un peu plus tard dans la présentation, c'était d'abord de stabiliser et de s'assurer que en rôle d'assistant, il est déjà parfait, parce que si un agent, le but c'est qu'il prenne des actions et qu'on n'a pas véritablement certifié sa pleine capacité et sa pleine fiabilité, il y a quand même un risque ensuite un peu plus grand que juste celui d'un assistant. Donc pour l'instant, on est à la frontière des deux. En tout cas, Et je vais juste faire une précision Ouais. parce que je vois que la ville de Cannes est connectée. On travaille pas mal avec les collectivités dans la ville de Cannes avec qui on a le plaisir de travailler. Et je sais que les collectivités n'aiment pas le terme agent parce que les agents, pour eux, c'est les humains au sein des collectivités. Donc, ils préfèrent largement le terme assistant. Donc, on va essayer de jongler avec les deux termes. Ok, bon, pardon en tout cas pour le lexique, mais en tout cas l'intro elle est parfaite. Pour celles et ceux qui sont pas encore familiers, en tout cas ni avec la notion d'agent ou d'assistant, mais peut-être qui ont déjà commencé à utiliser un peu dans leur vie perso ou dans leur vie pro du chat GPT, etc. La différence entre les GPT généralistes, c'est que globalement ils sont capables de répondre sur tout, ils n'ont pas forcément d'objectif propre, pas de contexte particulier, pas de contexte qui vous concerne vous ou votre environnement professionnel ou votre métier particulier. Donc, ils vont vous répondre, mais et surtout, ils vont pas prendre d'action à votre place. Les agents ou les assistants, je reviens pas sur la différence, mais ils vont endosser un rôle spécifique, en l'occurrence un rôle que vous avez décidé de lui définir, de lui attribuer. Ils vont répondre à des objectifs que vous avez définis, évoluer dans un contexte que vous avez donné. Ils vont respecter des règles que vous avez fournies. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est quand même vous qui avez la main pour fixer le cadre. En grand, c'est ça. Hein. C'est vous qui allez fixer le cadre dans une logique de paramétrage de l'assistant ou de l'agent. Et donc, sur la partie plus agentique, ça va être de permettre de se connecter avec des outils internes, se connecter avec d'autres agents, et donc pouvoir prendre des actions et même les enchaîner en sollicitant potentiellement un ou plusieurs agents subsidiaires. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de lui répéter les consignes à chaque fois. Si vous allez sur ChatGPT, pour ceux qui maîtrisent, on va dire le niveau vraiment basique, c'est généralement on dit mets-toi dans la peau d'un guide touristique à Barcelone. On sait qu'on lui pose un petit peu un cadre et il va comprendre ce qu'on attend un peu plus précisément de lui, plutôt que de juste dire quelles sont les meilleures adresses à Barcelone, un truc un peu plus généraliste. Sauf que quand vous allez relancer un nouveau chat 2 semaines plus tard, vous allez devoir recommencer. Le principe de l'assistant ou de l'agent, c'est de fixer un cadre, de faire évoluer le cadre, et ça je vais beaucoup parler de ça parce que dans une approche design, c'est ça, hein, c'est itératif, donc c'est améliorer, tester, améliorer, tester, améliorer. Vous n'allez pas avoir à chaque fois besoin de lui dire tu travailles chez Bouygues Télécom et donc tu travailles à la direction digitale et j'ai besoin de toi pour telle ou telle tâche. Tout ça, il le sait puisque vous avez fixé le cadre. Donc, vous avez plein de plateformes. Vous pouvez créer aussi bien des agents simples, très simples. Vous pouvez en faire sur ChatGPT, Gemini ou Claude pour commencer. Puis après, il y a des plateformes. Donc, Dust en est une. Mais nous, en l'occurrence, chez Bouygues Télécom, tu l'as dit, Wafa, on a choisi Prism qui va permettre d'aller bien plus loin que les outils que je citais précédemment. Et juste Comment ça un mot fonctionne? sur le Oui. pourquoi Prism a été choisi, et c'est le premier choix des grands groupes. On travaille avec Bouygues Télécom, mais on travaille aussi avec Orange, avec Crédit Agricole, avec Air Liquide notamment, parce que justement on a cette capacité à venir déployer directement sur l'infrastructure de nos clients, donc sur leur cloud de leur choix, qu'ils soient privés ou que ce soit des CPU propriétaires, et avec le ou les modèles de langage qu'ils souhaitent utiliser. Donc ça, c'est vraiment un des sujets qui nous différencie, plus toute la partie observabilité, gouvernance en temps réel, pour savoir quel assistant ou agent fait
fait quoi, à quel moment, avec quelles données, ce qui permet de rester en contrôle finalement de ce qui se passe au niveau des outils agentiques de l'entreprise. Tout est plateformisé, tout est centralisé, tout en ayant cette possibilité de décentraliser finalement la réalisation des cas d'usage et leur gouvernance chez les métiers, ce qui permet une réelle accélération de l'innovation. Donc, contrôle, mais décentralisation de la réalisation des cas d'usage, tout en gardant finalement le contrôle de ces données et de ces cas d'usage. Merci pour la précision, Wafa. Pardon. Hop. Comment fonctionne un agent IA? C'est important, à mon sens, que vous compreniez comment ça fonctionne pour ensuite mieux le dompter ou l'appréhender et l'améliorer. Ou un assistant IA. Voilà, on va être dans une définition large. La première chose, c'est qu'il va comprendre ce que vous lui demandez, que ce soit par écrit ou à l'oral si votre outil le permet. Et il va pour ça décomposer ce que vous lui écrivez. On parle de token, donc je rentrerai pas dans le détail technique, c'est pas le but aujourd'hui. Mais il va décomposer ce que vous lui demandez. Il va essayer de caractériser le sujet et surtout de comprendre votre intention derrière. Ensuite, sur cette base-là, il va réfléchir, donc il va analyser le contexte, il va prendre en compte les contraintes et notamment celles que vous lui avez fixées dans les paramétrages. Il va croiser toutes les infos disponibles, celles qui sont disponibles si vous lui avez donné la possibilité, en gros, d'aller sur Internet. En gros, il va aller chercher les infos sur lesquelles le LLM a été entraîné, mais il va aussi et surtout utiliser les infos que vous lui avez données. Donc, par exemple, si vous êtes dans un contexte professionnel, vous en aurez par rapport à ce qu'on a créé chez Bouygues Télécom, il va pouvoir aller chercher des infos qui vous correspondent parce que vous lui avez fourni. Et enfin, à la fin de cette réflexion, il va essayer de prédire mathématiquement ou statistiquement la réponse la plus probable. C'est pour ça qu'on dit que gros, les assistants ou les IA sont probabilistes. Et troisième brique, il va agir. L'agent, le but, c'est qu'il agisse. Donc, il formule une réponse, il choisit le format adéquat, ou bien celui que vous, en tout cas, vous lui avez demandé, ou bien il vous en propose un autre, et il peut prendre des actions, donc de manière plus ou moins autonome, toujours en fonction de ce que vous avez, vous, décidé de paramétrer. Mais le point commun, c'est que derrière chaque agent, à mon sens, le but est de répondre à un besoin réel ou à un problème réel. Et c'est pour ça que je vais souvent répéter, y compris chez Bouygues Télécom, au-delà des agents qu'on a créés à la direction digitale, c'est commencer par identifier un problème. Si vous n'avez pas de problème qui vient, ne vous lancez pas dans un assistant IA juste par plaisir. Mais en général, on en trouve dès qu'on en cherche des problèmes. Et donc, c'est là où les assistants vont pouvoir être utiles. Dans deux sens, à mon avis, qui sont tout à fait complémentaires, mais on en entend un plus que l'autre, c'est le second. Le premier, à mon sens, c'est être meilleur. Moi, c'est le pilier sur lequel j'insiste énormément, c'est que les agents, ils doivent nous permettre d'obtenir des recommandations qui sont pertinentes, de gagner en expertise, d'avoir une approche pédagogique pour nous aider à nous améliorer sur notre métier, sur notre expertise, de générer des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est en ça que je dis être meilleur. La notion de être plus efficace, on l'associe plus à la rapidité, mais ça peut contribuer. Mais en gros, c'est la partie véritablement qualitative. Moi, ce qui m'intéresse, je le dis souvent à mes équipes, c'est pas tant le résultat de l'assistant ou la réponse que l'assistant a fournie ou l'action que l'agent a prise, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre deux et qui nous a permis d'être un petit peu plus pertinent après l'échange avec l'assistant qu'avant. Parce vous le verrez concrètement dans la démo, mais on va véritablement apprendre des informations et évidemment gagner en rapidité. Les agents permettent de réaliser très rapidement des tâches qui sont très chronophages. Et j'insiste sur le côté peu gratifiante. Il y a des tâches qui sont très chronophages, mais qui néanmoins sont très gratifiantes. Et j'ai souvent cette image du paresseux. On sait que le cerveau humain est naturellement assez paresseux. Il aime pas faire beaucoup de choses à la fois. Il aime pas prendre trop de temps. Il aime pas quand c'est compliqué. Il va plutôt à la simplicité. Et donc, par simplicité, on a tendance à se dire, on va automatiser tout ce qu'on fait et puis on sera tranquille. Et en fait, moi, je vois un peu différemment la chose. OK, pour des tâches
vraiment pas gratifiantes, qui sont juste longues et pénibles. Et franchement, on n'est pas spécialement fier quand on a terminé, on est juste soulagé. En revanche, il y a des tâches, j'insiste là-dessus, qui sont certes chronophages, voilà, mais en fait, au bout de 2-3 jours ou 2-3 heures, on a vraiment galéré sur un problème. Et quand la lumière jaillit, on est vraiment heureux. Et ça, je suis pas trop pour les déléguer à des assistants ou des agents si on arrive à faire la différence. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui fait le plaisir d'aller travailler parfois, c'est de s'être pris la tête et d'enfin l'effort, en fait, l'effort a généré le plaisir à l'arrivée. Et donc, si on casse cette logique d'effort pour dire, bah, en fait, non, on automatise, on va beaucoup plus vite, on risque aussi de perdre en plaisir au travail. Donc, c'était une parenthèse que moi, sur laquelle, en tout cas, j'essaie d'insister. Ce qui, pour Alors, du l'instant, à coup, ce stade, oui. Bastien, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le mindset. Au-delà de la capacité à faire, c'est l'état d'esprit avec lequel tu avances dans la réalisation des agents. Quand tu dis un problème égale un agent potentiellement, comment tu fais pour identifier ces agents, ces problèmes déjà? Est-ce que tu Ouais, je as pense une que méthode pour venir les identifier? Ouais, je pense que juste après le premier exemple, j'y viens, Wafa. Ok, on va Le revenir. premier exemple, je m'étais dit au départ, c'était intro puis démo, et je me suis dit s'il y a des personnes qui, parmi les participants, ne voient pas trop concrètement de quoi on parle, c'est important que vous voyez. Donc, je fais une première démo, puis on en fera d'autres après. Le Ça marche. premier, c'est sur l'assistant qui a, voilà, et c'est pour ça que dans la présentation, je mets toujours le problème de départ et le rôle de l'agent. Là, en l'occurrence, à la direction digitale, le problème de départ, c'est que les product managers, product owners, product designers, des développeurs, ce sont pas tous des experts en accessibilité numérique. Il y en a qui s'y sont formés, il y en a qui s'y intéressent, évidemment. C'est un sujet hyper important pour Bouygues Télécom, mais néanmoins, ça demande une véritable expertise. Et le rôle de l'agent, ça va être d'accompagner dans la mise en œuvre des règles d'accessibilité. Donc ça, c'était problème de départ. L'agent, il a un rôle, c'est de nous accompagner à résoudre ce problème. Et donc, on va le mettre dans un rôle d'expert en accessibilité. En gros, on va lui donner une documentation externe, les standards, les normes qui existent sur l'accessibilité numérique. On va lui donner aussi des données internes, des audits qu'on a déjà réalisés, des présentations, des templates, etc. On va lui donner un cadre qui est le site et l'application Bouygues Télécom. Et en tant qu'assistant pour l'instant, et pas encore en tant qu'agent, mais ça viendra sans doute, on va converser avec cet agent pour lui poser des questions. Donc là, normalement, j'espère que ça va fonctionner si je mets en pause, mais je crois que oui, ouais, voilà, c'est parfait. Donc là, il commence toujours par la même approche. Comment est-ce que je peux t'aider en matière d'accessibilité numérique? Parle-moi de ton sujet, pose-moi toutes tes questions. Donc là, je lui explique que je suis designer sur le site et que je vais travailler sur le check-out du site, donc toute la partie entre j'ai ajouté un produit, une offre à mon panier et je vais jusqu'à la page merci. En fait, là, le sujet donc vous allez voir, l'interaction va assez vite, mais c'est pas grave, c'est pour vous compreniez surtout à quoi il sert. En fait, je vais mettre en pause ici. On était en train de travailler avec l'équipe design sur des formulaires. Et dans les formulaires, on sait qu'il y a des questions d'accessibilité qui sont hyper importantes parce que sinon, des personnes qui souffrent de certaines déficiences vont juste pas pouvoir procéder à l'achat de leur offre ou de leur produit. Et là, en l'occurrence, on s'intéressait à la question des champs obligatoires. Donc, on a toujours le petit astérisque rouge. Mais ça, on le fait en mode bonne pratique. Au-delà de l'accessibilité, c'est important pour tout le monde. Mais il y a quand même des critères spécifiques. Et on se posait la question avec l'équipe de où placer précisément ce champ-là. Donc là, je vais me tourner vers l'agent qui a, je vous l'ai dit, de toute la connaissance d'un expert en accessibilité, et je vais l'interroger sur la bonne position du champ obligatoire. Je lui explique que moi, je ne sais pas trop où est le placement optimal. Ça, c'était un peu le débat qu'on avait dans l'équipe. Il y avait un peu deux voix qui s'affrontaient, entre guillemets. Et donc là, il va me formuler une réponse et il va prendre une action. Pour l'instant, elle n'est pas autonome, mais il va me dire, voilà comment, proposition concrète pour ton cas, voilà comment tu devrais procéder. La réponse est un peu longue. Ça, c'est des choses qu'on peut justement itérer dans les paramétrages. Mais je lui demande avec une question plus simple. En gros, tu es en train de me dire que là où je l'ai mis, c'est trop haut. Il me répond exactement dans la mention. La mention, elle doit être un peu plus bas. Et voilà la meilleure place. Et ce qui est important, c'est pardon, je vais mettre en pause une seconde. Il va justifier. Il va me dire, c'est telle norme, tel standard, telle réglementation.
moi, ça va me permettre en plus d'y aller. Il y a un bouton source qui me permet d'aller directement vérifier la source qu'il a utilisée pour formuler sa réponse. Donc, dans une logique où on est en train d'évaluer les assistants, c'est hyper intéressant. Et ça va me permettre de moi, la fois suivante, de pas avoir besoin de l'assistant et de me dire, OK, je suis dans un cas de champ obligatoire. J'ai déjà eu cette conversation avec l'assistant accessibilité numérique. Voilà ce qu'il m'a recommandé et voilà ce que je vais pouvoir refaire. Et en ça, exemple concret de je deviens meilleur. Là, c'est le deuxième exemple. Si je prolonge la démo sur cet assistant, je lui mets une capture d'écran où il y a un prix barré. Voilà, quand on a un forfait, il y a un prix en année 1 et un prix en année 2. Là, en l'occurrence, le prix de l'année 1 est plus faible. Donc, c'est un prix barré. C'est assez classique. Il est à 29,99, je crois, au lieu de 39,99. Et là, j'ai repéré, c'est peut-être un peu pervers de ma part, mais je voulais vérifier qu'en accessibilité, le ARIA label, c'est en gros dans la partie code, ce qui va être lu par les lecteurs d'écran pour les personnes qui sont malvoyantes ou déficientes visuelles. J'ai remarqué que le code n'était pas bon. Et donc là, ce que j'ai fait, c'était véritablement juste tester l'assistant en faisant une capture d'écran du code et de ce qu'il y avait en front sur le site. Et je lui dis, en regardant la maquette à gauche et le code HTML à droite, est-ce que tu peux me dire comment un lecteur d'écran lirait le prix du forfait à un utilisateur qui est non-voyant? Donc là, il va juste faire de l'OCR, c'est-à-dire il va traduire l'image en texte, c'est assez rapide, et très vite, il va me dire que, pour l'instant, puisque l'ARIA label n'est pas correctement écrit, le lecteur d'écran, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire forfait 200 gigas à 39,99 €, 29,99 €. Donc, ce qui va pas, il n'y a pas la notion de pré-année 1, pré-année 2. Il me fait une recommandation pour rendre ça accessible. Donc, il me dit, voilà, en gros, le code que tu peux transmettre à ton développeur, puisque pour l'instant, il prend pas d'action autonome parce qu'on est dans une logique d'évaluation. Mais demain, on pourrait imaginer que il scanne le site et quand il voit des erreurs de ce type, il prend l'action de la corriger ou à minima de proposer la correction. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui va valider. Mais peut-être qu'à terme, si on estime qu'on a atteint un niveau de fiabilité qui est proche de 100% ou 100%, alors peut-être que l'action pourrait être prise et finalement, elle serait corrigée immédiatement, ce qui serait là, dans le cas d'espèce, très bien pour un utilisateur qui souffre de déficience visuelle. Je m'arrête sur cette démo pour l'accessibilité. Ce que tu dis là, Bastien, est très, très important parce que souvent, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agentique et on veut aller directement sur l'agentique. Alors que la meilleure manière d'atteindre l'agentique, c'est d'y aller vraiment étape par étape. Un assistant avec une consigne simple. On rajoute un autre assistant avec une consigne simple. Ça devient deux consignes. On les fait collaborer ensemble. On vérifie que ces deux agents-là ou X agents, ils sont déjà fiables, ils savent communiquer ensemble, etc. Et ensuite, on pourra leur donner une exécution de tâches avec le human in the loop, donc la capacité de validation humaine qui fait partie des fonctionnalités qu'on propose sur la plateforme. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a validé et que c'est fiable et que il y a eu X tâches qui se sont déroulées de manière fiable et correcte, on pourra l'automatiser et ça devient un workflow qui automatise, qui détecte, qui corrige. Et donc, c'est ce que j'ai décrit sur la partie agentic. Donc, ce qui est aussi apprécié dans notre plateforme Prisma.ai, dont vous voyez les écrans que vous voyez ici, c'est exactement les écrans de Prisma.ai qui sont personnalisés aux couleurs de Bouygues Telecom. En fait, c'est l'évolutivité possible avec les agents. On prend des petits, on les teste et puis une fois, au fur et à mesure où on est content, satisfait du niveau de service fourni, on va pouvoir les augmenter, ces agents-là, pour qu'ils fassent des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus automatisées. Là, sur cet agent-là, ou cet assistant pour l'instant, ce qui est important aussi, c'est effectivement ce que tu disais et ce que j'ai aussi dit, c'est mesurer la fiabilité de réponse. Et donc là, en l'occurrence, moi, je suis pas un grand expert en accessibilité, ça me passionne et ça m'intéresse et ça me passionne, mais pour autant, je suis pas un expert. En revanche, ce qui est bien aussi avec Prism, c'est que vous voyez peut-être en haut à droite, là, à côté du bouton nouveau chat qui permet de lancer une autre conversation, vous avez un bouton de partage. Ça va partager en lecture seule la conversation que vous avez avec l'assistant. Et en l'occurrence, on a créé un canal Teams avec 2 experts en accessibilité qui sont à la direction digitale. Et depuis 3 ou 4, ça va faire 4 mois là qu'on a créé cet assistant. Ce qu'on a fait, c'est systématiquement
on partage les conversations aux 2 experts en leur disant: «Est-ce que tu valides ou est-ce que tu invalides?» Pour l'instant, en l'occurrence, sur cet assistant-là, on est plutôt bon. On n'a pas eu le moindre retour négatif des experts. À chaque fois, ils nous ont dit: «Effectivement, la recommandation est bonne» et c'est ce qui fait que depuis hier, donc c'est très récent, on a un product owner qui est à la direction de la relation client, donc qui est dans une autre direction que la nôtre, mais qui a un assistant qui lui permet assez simplement de créer des US, des user stories. Et ben, il appelle. Et donc là, on a connecté l'agent accessibilité avec le sien. Et donc lui, en gros, dans ses paramètres d'agent, quand il explique à son assistant, voilà, tu es là pour m'aider à formuler, à écrire mes user stories. Je veux que tu fasses une repasse en termes d'accessibilité pour me souligner s'il y a des choses à prendre en compte et à signaler aux développeurs. Et donc pour ça, il est connecté avec l'agent accessibilité numérique et l'agent accessibilité numérique va faire une repasse sur sa production. Donc c'est là où on commence et c'est exactement ce que tu décris, Wafa. Il y a les step by step. Le plus important, c'est que ce soit d'abord l'assistant soit fiable avant d'aller plus loin. Parce qu'en fait, sinon, vous avez un risque immense. Parce que si vous faites confiance et que votre produit, vous n'avez pas testé la fiabilité, il y a un risque derrière. Donc là, ce serait complètement contre-productif. La clé, du coup, pour un bon agent, à mon sens, c'est de le percevoir comme un produit. Donc quand on travaille dans le digital, on sait ce qu'est un produit. Un produit, c'est quelque chose qui est utile. Ok, ça va véritablement répondre à un besoin, ça va véritablement résoudre un problème. Pas comme cet exemple qui m'a fait sourire, mais qui est vraiment absolument inutile, de cravate pour chien sur Amazon. Il doit être utilisable. Donc là, ce que vous voyez, c'est les poubelles McDo. Je ne sais pas si vous avez la même perception que la mienne. Une poubelle de tri chez McDo, quand ils ont sorti ça, je me suis dit, c'est hyper utile. Et pourtant, à chaque fois, alors j'y vais pas très souvent et c'est peut-être pour ça, mais normalement, un produit, il n'y a pas besoin d'itérer dessus pour le prendre en main. Normalement, dès le début, ça doit se prendre en main sans effort. Et en l'occurrence, moi, à chaque fois que j'arrive devant cette situation, je me dis, c'est très utile, mais c'est absolument inutilisable. Et on l'a beaucoup dit, il y a la question de la fiabilité. Et là, c'est un clin d'œil pour ceux qui habitent dans Paris, mais qui doivent travailler à Meudon chez Bouygues Télécom et qui doivent prendre la ligne 9 et qui se plaignent très régulièrement de la fiabilité, du manque de fiabilité, en l'occurrence de la ligne 9, pardon, si certains travaillent à la RATP ou dans les transports. Mais en tout cas, voilà, votre outil, au-delà du sourire, c'est absolument capital que votre outil soit fiable et qu'il tienne ses promesses. En l'occurrence, moi, je sais que c'est arrivé où des collaborateurs, dans cette phase de test, me disaient, en fait, l'assistant, OK, on voit bien l'utilité, OK, j'arrive à converser avec, mais par contre, une fois sur deux, le résultat, il n'est pas parfait. En fait, derrière il n'est pas parfait, et j'en reparlerai sur méfiez-vous de la première impression. On se dit, bon, bah, c'est l'outil qui marche pas, ou c'est ChatGPT, ou c'est le LLM sur lequel il repose qui ne marche pas. En fait, il y a pas mal de facteurs. Ça peut être vos instructions, le paramétrage que vous avez fait de l'agent, en grand, je vais y revenir. Ça peut être votre documentation interne, ça peut être une consigne qui finalement fragilise un peu votre assistant. Donc, il faut itérer, il faut tester jusqu'à ce que votre agent, ce soit un produit qui soit utile, utilisable et fiable. S'il remplit les 3 cases, alors on peut passer dans une logique à l'échelle ou de passer d'assistant à agent, etc. La recette d'un bon agent, du coup, pour moi, c'est un bon LLM. Donc, tous les LLM et les LLM ne se valent pas. Ils ont chacun des versions qui sortent régulièrement. Chaque version a sa spécificité. On sait qu'il y en a qui sont bons en rédaction, il y en a qui sont bons en code, il y en a qui sont bons. Voilà. Et donc, il faut les tester et les comparer. Un des avantages d'utiliser une plateforme comme Prism aussi, en tout cas, moi, ce que je vois en tant qu'utilisateur, c'est qu'on peut switcher entre différents LLM. Donc, nous, chez Bouygues Télécom, en l'occurrence, on va pouvoir utiliser différentes versions de ChatGPT ou de Gemini. De bonnes instructions, j'en ai parlé, j'y reviens pas, mais plus vos instructions sont claires et fiables, normalement, plus les attendus sont clairs aussi, plus l'agent sera pertinent. Une bonne documentation, donc les sources que vous allez donner à votre assistant ou votre agent, elles sont capitales. Si votre documentation est bancale ou inexistante, il risque d'être dans un champ beaucoup plus large et donc ce qu'on appelle vulgairement les hallucinations, elles risquent de se multiplier. Si votre documentation, elle est facile à lire,
elle est compréhensible, elle est bien structurée, alors il va évoluer dans un cadre beaucoup plus serein. Et enfin, les bons prompts. Parfois aussi, je vous disais que j'avais eu des retours dans l'équipe, ouais, l'agent, c'est pas génial. En fait, le c'est pas génial, j'avais bizarrement d'autres personnes qui me disaient l'agent, génial. Donc, alors il y a un problème. Et en fait, le problème, c'est la manière de prompter, c'est-à-dire de s'adresser à l'assistant ou à l'agent. En fait, si vous posez une question très générale que même un humain vous dirait, tu peux répéter, j'ai pas compris ta question. L'assistant, dans le meilleur des cas, il va vous le dire. Notamment si vous lui avez dit dans les instructions, si tu n'as pas compris la question, fais-le répéter. Mais parfois, il va pas faire répéter. Il va penser une interprétation de la question. Et puis, il va répondre à côté. En fait, c'est peut-être vous, votre question qui était mal formulée. Donc, il y a plein de méthodes pour bien prompter. Il faut les tester aussi, mais ça s'apprend. La documentation interne, je vais aller vite là-dessus pour repasser sur une phase de démo. L'assistant de rédaction, par exemple, qui nous est un des assistants qui a généré déjà des centaines, enfin même maintenant, j'ai regardé hier les statistiques d'utilisation, on est à plusieurs milliers d'interactions avec l'assistant de rédaction. L'assistant de rédaction, c'est, comme son nom l'indique, un assistant qui est là pour nous aider à bien rédiger, à écrire, en l'occurrence façon Bouygues Télécom, pas seulement à la direction digitale, et c'est ça qui est intéressant dans les agences, c'est que ça dépasse aussi son créateur ou son cercle premier d'utilisateurs. Donc là, ça a été créé par la direction digitale, mais le but, c'était que finalement, toutes les personnes qui ont à écrire façon Bouygues Télécom à la communication interne, à la communication externe, au CRM, au PRM, etc., peuvent utiliser cet assistant. Et donc, il est basé sur, vous le voyez, un socle de documentation qui est hyper riche, hyper bien structuré, retravaillé en continu pour que du coup il évolue dans le cadre de Bouygues Télécom. Et c'est ce qui fait que notre assistant de rédaction, il va nous aider à écrire façon Bouygues Télécom et pas à écrire tout court comme n'importe quelle entreprise finalement, voire comme des concurrents directs. Donc ça, c'est hyper important. Enfin, avant de passer à la démo, je vous montre des extraits simplifiés du pré-prompt. Ne vous prenez pas trop la tête au départ. Par contre, prenez-vous la tête ensuite. C'est des extraits simplifiés, j'insiste là-dessus. Le prompt, la réalité, c'est que celui de l'assistant de rédaction, il est bien plus long que ça. Il n'emploie pas exactement ces mots-là, mais il y a toujours une identité, donc qui il est, en l'occurrence là, un coach en rédaction. Quel est l'objectif? Notre objectif avec cet assistant, c'est de diffuser des contenus qui soient cohérents avec le ton de la marque et la posture relationnelle. Il y a des instructions. Donc là, par exemple, systématiquement vérifier que ce qu'il nous propose respecte la documentation qu'on lui a fournie, proposer un contenu qui réponde toujours aux besoins exprimés par l'utilisateur. Systématiquement, il va demander qui le sollicite, dans quel but, quel est le public visé pour s'adapter à ça. Et puis, vous allez pouvoir mettre aussi des règles. Donc, c'est un extrait, j'insiste là-dessus, il n'y a pas que ça. Mais commencez d'abord par définir ça. À mon sens, c'est la base. Puis ensuite, vous allez pouvoir aller plus loin, expliquer le format que vous attendez. Vous allez pouvoir rajouter des règles, modifier des instructions, corriger des objectifs. Et c'est important de se dire qu'une fois que vous avez fait votre premier paramétrage, rien n'est terminé et tout commence. Vous allez commencer à le tester et vous allez commencer à itérer dessus. Ce que ne fait pas encore un agent, en revanche, c'est remplacer un expert humain. Donc, notamment, je l'ai dit pour l'agent accessibilité, il vous faut un expert, si vous n'êtes pas vous-même expert sur le sujet, pour évaluer, challenger les performances de votre agent. Donc, faites-le tester par des experts en priorité pour voir comment ils le prennent en main, mais surtout qu'ils puissent vous faire des retours sur la qualité des réponses qui sont faites. Ensuite, les assistants, pour l'instant, ils n'ont pas d'intuition. Les IA, globalement, manquent d'intuition. L'intuition, c'est pas l'intelligence, c'est, on dit intelligence artificielle, finalement, c'est un socle de connaissances qui sont déjà écrites. Ils répètent ce qui existe déjà. Hein. Globalement, les IA, de manière probabiliste, j'y reviens pas. Mais l'intuition, c'est un peu au-delà. C'est une compréhension globale. C'est un mélange entre l'expertise, l'expérience, des émotions, des ressentis, etc. Donc, n'attendez pas de votre assistant ou de votre agent qu'il ait véritablement de l'intuition, ni qu'il fasse autre chose que prédire, au sens où on lit parfois les IA ne créent rien. Je suis pas d'accord avec ça. Les IA, elles créent quelque chose. En revanche, à mon sens, elles ne créent rien de zéro. Elles créent à partir de ce qui existe déjà et de ce que vous, en gros, vous lui avez demandé ou en tout cas, vous l'avez sollicité. Donc, les IA aujourd'hui ne créent rien d'elles-mêmes et de zéro. Et elles ne font que répéter ce qui existe déjà. C'est important parce que ça donne aussi des opportunités à se dire que si les IA répètent ce qui existe déjà, il y a peut-être une opportunité de réfléchir à ce qui n'existe pas encore.
Donc, vous allez voir la démo. On l'a beaucoup dit, je vais aller un peu plus vite là-dessus, mais donc les agents qu'on a créés, les assistants, ils ont été créés via Prism. Ce qui est important que vous reteniez, Prism, en tout cas Studio, nous chez Bouygues Télécom via Prism, nous permet de créer des agents, donc à chaque collaborateur, de les partager soit à un public restreint, exemple un collègue, ou bien à l'ensemble de l'entreprise si l'ensemble des collaborateurs, ça peut leur être utile. Ça va permettre de traiter des documents, connecter de la documentation interne, tester différents LLM, je l'ai déjà dit aussi, et tout ça de manière sécurisée, c'est ce qui est intéressant. Et donc Juste là, ce que une vous remarque, voyez, Bastien, parce oui, que quand on dit que tout le monde peut partager un agent à l'ensemble des collaborateurs, on pourrait avoir peur et se dire ça va devenir vite le Far West. Bouygues Télécom a mis en place une une gouvernance gouvernance. très très bien maîtrisée par rapport à ça. Et donc ce qui se passe, c'est que si je souhaite partager mon agent à l'ensemble des collaborateurs, alors je lève la main, je passe dans un comité de gouvernance qui va venir Exactement. valider ou pas la demande de partage avec l'ensemble des collaborateurs. Et si on estime que l'agent il mérite d'être partagé avec avec les 12 000 collaborateurs de Bouygues Télécom parce que ça apporte de la valeur, alors il va être repris par les experts techniques qui, eux, vont le mettre aux normes du scale, aux normes du passage à l'échelle, avant de pouvoir le publier. Et cette démarche a permis de donner un nouveau souffle finalement à l'innovation, parce qu'on a vu émerger des cas d'usage qu'on n'aurait pas imaginé dans les recensements classiques des demandes de cas d'usage métier, puisqu'on teste, on vérifie la valeur avant de lever la main. Et du coup, ça permet aussi d'accélérer finalement le time to market et la réalisation et le déploiement des agents, puisque aujourd'hui, moi, il y a 2-3 semaines, on était à plus de 50 agents qui étaient déjà déployés au scale, et toutes les semaines, il y a à peu près une dizaine d'agents nouveaux qui arrivent et qui sont au catalogue partagé à l'ensemble des collaborateurs. Oui, exactement. Du coup, vous avez là, par exemple, pour ce qui concerne le métier de designer, une vue non exhaustive, parce que maintenant, on est passé à 8 ou 9 agents au total qui entourent, ou assistants ou agents qui entourent un designer dans l'équipe, mais on va avoir des assistants qui vont nous aider sur des A/B tests, des agents qui vont nous aider à prototyper, des assistants à mieux écrire, des assistants à faire de la recherche utilisateur, rédiger ou synthétiser des guides d'entretien, des entretiens avec des utilisateurs, etc., etc. Donc, je reprends la démo. En parlant de l'assistant de rédaction, je vois qu'il est 11h44. On va faire une démo. On verra si à la fin, il y a encore du temps pour revenir sur une autre démo. Vous en avez déjà vu une sur sur l'assistant accessibilité. Là, l'assistant de rédaction, donc, je l'ai un peu dit, vous l'avez entrevu. La problématique de départ, c'était que rédiger façon Bouygues Télécom, c'est une expertise qui est complexe et pourtant qui est indispensable à une expérience réussie quand on fait de la communication. Et donc là, l'assistant de rédaction, son rôle, c'est d'accompagner des personnes qui sont novices dans la rédaction, et bien dans l'amélioration ou dans la création d'un contenu qui respecte les guidelines. Donc là, par exemple, je suis en train de lui dire, je reprends la démo, je lui dis que j'aimerais produire un contenu à destination d'un persona, donc notre persona exigeante. Il a la doc interne, donc il se met à sa place. C'est ce que je vais lui demander d'abord. Le cas d'usage, là, vous voyez, c'est fait comme si tu étais à sa place, donc de la persona exigeante. Tu vas parler à la première personne, te mettre dans sa peau, imaginer que tu ouvres ton application mobile parce que la box est en panne. Et quelles sont les 3 attentes prioritaires? Donc là, il sait, en se basant sur la documentation qu'on lui a donnée, il va essayer de manière probabiliste, de déterminer ce qu'attendrait notre persona. Et je vais lui expliquer progressivement, on va aller sur du contenu, vous allez voir, je lui explique que quand il va sur la page assistance de l'application dans le but d'appeler le service client, quand il clique sur contacter l'assistance par téléphone, il voit une fenêtre, une modale, on appelle ça une pop-in, qui apparaît. Je lui demande qu'est-ce qu'il en comprend et qu'est-ce qu'il en ressent. Il reste dans la peau de l'exigeante et il va me dire qu'il ressent de la méfiance, de l'impatience, voire de la frustration, parce qu'il comprend qu'on essaie de lui pousser un assistant virtuel plutôt que son besoin qu'il avait émis, c'était appeler le service client. Et donc là, je vais lui dire, reprends ton rôle de coach en rédaction et explique-moi ce qui pourrait rassurer l'utilisateur par rapport aux 3 freins qu'il a émis. Qu'est-ce qui pourrait le rassurer? Et il va me proposer des idées. Donc là, on vient sur la logique de tout à l'heure. Si vous vous souvenez de être meilleur, générer des idées qu'on n'a pas forcément eues,
se mettre là dans la peau d'un persona, donc être plus empathique qu'on ne peut l'être sans l'assistant sur un sujet comme celui-là. Et donc là, il va pouvoir me proposer aussi des solutions. Et ce qui est important, c'est qu'il va être toujours dans l'explication. Là, par exemple, il va me proposer 2 variantes pour une logique d'A/B test et il va m'expliquer pourquoi. Donc, il va m'expliquer que la variante A, il y a une preuve concrète du bénéfice immédiat et c'était le besoin imaginé pour notre persona. L'autre va être plus dans la logique d'urgence et de rapidité et il va me faire les 2 propositions. Et c'est là où je dis, peu importe le résultat. Il est peut-être pas parfait et peut-être qu'il sera meilleur dans 6 mois ou dans 1 an. Il sera même sans doute meilleur dans 6 mois ou dans 1 an, c'est OK. Ce qui est important dans la démo, là, c'est la conversation plus que le résultat que vous voyez actuellement à droite. Parce que, encore une fois, voilà, là, je vais m'arrêter ici. Il me fait une 3e variante. Il m'explique qu'il y a un point qui pourrait rassurer notre persona, c'est des preuves de l'efficacité. Par exemple, un témoignage. Donc là, il va imaginer un témoignage. À nous d'avoir évidemment un vrai témoignage. Il ne s'agit pas d'inventer Sophie. Là, il a inventé Sophie, client de Bouygues Télécom. Nous, notre posture, évidemment, chez Bouygues Télécom, c'est pas d'inventer un témoignage. Mais il me dit, ça pourrait être intéressant parce que finalement, là, l'approche 8 clients sur 10 résolvent leurs problèmes avec BT, qui est l'assistant virtuel. Voilà. Bon, bref, peu importe le résultat, encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il m'explique à gauche, vous voyez, pourquoi cette variante peut performer. Parce que l'exigeante, elle est sensible aux faits, au retour d'expérience concret. Elle se tient pas à du blabla, entre guillemets, ou à une phrase qui serait un peu générique. Et c'est là où cette logique d'assistant qui explique, c'est pour ça que dans mes assistants, ils ont tous, à un moment ou un autre, une phrase qui leur dit « sois pédagogue ». On insiste énormément sur la pédagogie. Explique tes choix, justifie-les, pour que l'utilisateur qui te sollicite apprenne soit de ses erreurs ou apprenne juste des informations et gagne en expertise. On va aller rapidement quand même, je vois qu'il est 11h48, en 1 ou 2 minutes. Un autre assistant, le but c'est de vous donner des idées, hein, vous n'êtes pas tous dans le design ou dans le produit. Là, on a une problématique de départ. Quand on sollicite la direction produit ou la direction design de Bouygues Télécom, on a souvent des gens qui viennent en mode voilà, j'ai un problème et il faudrait faire ça. Et faudrait y faire ça, c'est une solution, en clair. La personne pense avoir identifié un problème et pense avoir déjà trouvé la solution et vient solliciter le produit ou le design juste soit pour faire une maquette, soit pour la mettre en ligne le plus rapidement possible. En fait, le but du design, en l'occurrence l'approche design, le design thinking, c'est plutôt se dire on est pas naïf, mais en tout cas, on se met dans une posture de découverte au départ d'un sujet. On appelle ça la discovery. On va faire de la recherche, on va creuser la data, on va interroger des utilisateurs pour véritablement comprendre le vrai problème. Parce que parfois, on se trompe, on pense qu'il y a un problème en surface et le problème, il est plus profond. On analyse le problème et enfin, on trouve la solution. Ben là, le brief, ce qui est intéressant, c'est que on va le formuler avec l'assistant. Donc, il va nous poser des questions comme si c'était une interview, réalisé par quelqu'un du produit ou du design qui dit qui êtes-vous? Donc là, j'ai mis Jean-Michel Métier, direction marketing, ok. Pour quel parcours est-ce que tu me sollicites? Donc je vais lui expliquer que c'est l'espace client web. Donc tout ça est structuré évidemment dans les paramétrages, faut que vous compreniez ça, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, là, les instructions, les objectifs, etc. Je lui ai dit voilà comment procéder pour remplir un brief complet. Et là, je vais avancer un petit peu pour aller plus vite. J'avance encore, voilà. Je pense que voilà, objectif utilisateur principal. Et là, c'est un vrai cas d'usage. Par rapport à ce que je vous disais, il va me demander pourquoi tu me sollicites. Quel est le problème que l'utilisateur rencontre? Et donc je lui dis, c'est un vrai exemple. Grâce à cette demande, l'objectif est que l'utilisateur puisse voir une bannière qui l'incite à télécharger l'application mobile. Et là, dans les consignes, le brief, c'est oblige ceux qui te sollicitent à rester sur un besoin, un problème identifié et pas sur une solution. Et donc là, il m'explique, je comprends ton objectif, néanmoins, la formulation, elle décrit déjà une solution, par exemple voir une bannière, alors que dans un brief produit, on doit rester sur le besoin ou le bénéfice utilisateur. Et dans la même logique, je lui ai donné comme consigne de aider la personne à reformuler, à se recentrer sur le besoin. Donc là, il va me faire une reformulation exemple. Peut-être que ça pourrait être, grâce à cette demande, l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse découvrir qu'une application mobile existe, comprendre l'intérêt de la télécharger pour gérer ses services plus facilement. Est-ce que tu valides ou est-ce que tu préfères ajuster avec tes propres mots?
m'arrête sur la démo. Voilà, faut juste que vous voyez qu'on a une problématique très concrète. Et alors, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Bouygues Télécom, 5 ans que j'entends ou que j'observe des personnes dire waouh, à chaque fois, les gens viennent avec une solution toute faite. Et nous, on pense que c'est peut-être pas la bonne, peut-être que oui et peut-être que non. Mais ce qui nous importe au départ, c'est quel est le problème qu'on cherche à résoudre pour que nous, on puisse le creuser. Avec cet assistant, qu'on va pouvoir, donc là, on est en phase de test depuis ces dernières semaines. On va voir à quel point il est fiable, mais le but, donc à la fin, voilà, je vais juste montrer ça, c'est qu'à la fin, il me génère le brief, donc il est templatisé. Le but à terme, c'est que, en l'occurrence, nous on travaille avec un outil qui s'appelle Confluence, c'est que si ça va, j'appuie à la fin de l'échange avec mon assistant, je lui dis publier le brief sur Confluence, et la direction digitale reçoit un brief qui est beaucoup plus pertinent qu'aujourd'hui, bien meilleur et plus facile à traiter, avec des indicateurs de réussite qui sont remplis parce que c'est obligatoire, etc. Ça permet de dépersonnaliser un petit peu l'échange et de le recentrer sur notre besoin. Donc, je vais profiter de ce mot sur cette démo pour répondre à la question qui est en suspens sur comment est-ce qu'on fait pour augmenter un agent. Exactement comme ce que Bastien vient de décrire. Là, il a montré un assistant rédaction qui, pour le moment, il fait de la recommandation. Et demain, une fois qu'on aura validé la fiabilité, l'objectif, c'est de l'augmenter en lui donnant la possibilité d'aller injecter directement dans Confluence tout le backlog avec toutes les actions qu'il y aura à réaliser côté tech pour aller plus loin encore dans le produit. Donc, rien que le fait de le connecter, une phase d'augmentation, ça peut être de lui dire, tu te connectes à tel ou tel outil, ça peut être Confluence, ça peut être Jira, ça peut être n'importe quel autre outil, et je veux que tu injectes le résultat de tes recommandations de manière automatique, soit avec un human in the loop qui valide et qui appuie sur un bouton, soit de manière directe, pour que ça donne accès, que ça passe la main possiblement vers un autre agent qui sera un agent d'exécution Confluence, par exemple. Et donc là, on aura créé un assistant qu'on l'aura augmenté avec une action automatique et une connexion vers un applicatif existant pour venir agir directement sur cet applicatif-là, et qui va pouvoir donner lieu peut-être demain à une collaboration avec un autre agent qui pourra prendre l'action et avoir, et avec la nouvelle injection, reprendre la main de manière automatique pour réaliser une autre tâche. Et c'est comme ça, en fait, c'est ça l'esprit d'augmenter un agent petit à petit. Exactement ce que j'ai dit avant. Assistant simple avec juste des instructions, assistant avec un tool, assistant avec une connexion à une base de données ou un applicatif. Et puis ensuite, 2 assistants qui communiquent ensemble, et on rentre déjà dans l'architecture d'agents, de multi-agents connectés. Donc là, on fait collaborer des agents ensemble jusqu'à petit à petit, au fur et à mesure où on valide la fiabilité de chaque tâche unitaire, venir finalement l'automatiser ou lui donner l'autonomie d'action et de décision. Et une fois qu'on aura validé, encore une fois, un agent autonome sur une tâche précise, un deuxième autonome sur une tâche précise, on peut les connecter pour voir comment ils collaborent ensemble, toujours avec cette notion d'observabilité, le temps de valider la fiabilité de la collaboration, on pourra l'augmenter, et c'est ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment cet esprit-là de se dire, c'est comme si on monte la montagne. Quand on fait de la rando, on va y aller pas à pas. On va regarder ses pieds d'abord et on va pas regarder le sommet d'abord. On sait où on veut aller, mais pas à pas, on avance sur la trajectoire. C'est exactement le même état d'esprit qu'on souhaite infuser au sein de nos clients pour qu'ils puissent vraiment aller de manière, éclairée et sécurisée sur la partie agentification. Oui, tout à fait. Les enseignements à retenir, alors avant de vous parler exactement des 3 principaux, en gros, commencez surtout par, je l'ai dit, identifier vos problèmes, et ce sera de toute façon l'enseignement numéro 1. C'est si cette présentation ou d'autres vous ont convaincu, ou on continue de vous convaincre sur le fait que des assistants ou des agents peuvent régler des problèmes que vous avez dans votre environnement professionnel, ayez cette approche-là plutôt que de commencer en voyant, en percevant l'IA comme un marteau magique. Abraham Maslow, c'est le père de la psychologie humaniste au XXe siècle. Il est plus connu pour la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, mais dans les années 1960, il écrit un bouquin dans lequel il explique que si le seul outil qu'on tenait en main, c'était un marteau, imaginons, c'est un peu stupide, mais pourquoi pas, imaginons que si le seul outil dont vous disposiez, c'est un marteau, vous essaieriez de chercher des clous partout et de tout voir comme des clous.
En fait, c'est l'approche de celles et ceux qui disent, voilà, l'IA, c'est incroyable, où est-ce qu'on peut en mettre, où est-ce qu'on peut en mettre, où est-ce qu'on peut en mettre. Et en fait, là, vous commencez par plutôt la solution qui est l'IA, plutôt que de vous dire quels sont les problèmes que j'ai et est-ce que l'IA peut répondre. L'IA, elle va pas répondre à tous les problèmes, mais certains, oui. Et donc, c'est renverser l'approche de se dire, je commence par les problèmes que j'ai identifiés et que vraiment, parfois, il y a des problèmes qu'on a identifiés et qu'on n'arrive pas à résoudre. Peut-être que l'IA, là, va être une solution. Mais essayez d'avoir cette approche, et c'est pour ça que le premier enseignement, c'est commencer par identifier vos problèmes. Faites un diagnostic de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui vous frustre, de tout ce qui vous manque. J'ai parlé d'expertise où voilà, on n'est pas omniscient et l'IA peut peut-être parfois nous aider à régler des problèmes. Donc, ayez cette approche. Quels sont les problèmes? Est-ce que l'IA peut m'aider? La deuxième chose, je l'ai beaucoup dit, méfiez-vous de votre première impression. À la fois, si l'impression est négative, peut-être que c'est simplement pas le bon LLM, pas le bon outil, pas les bonnes instructions, pas la bonne documentation, pas le bon prompt, pas les bonnes règles. Je vous l'ai dit, il y a tout un, sans mauvais jeu de mots, un prisme de raisons d'avoir en fait des résultats qui, notamment au départ, sont pas à la hauteur de ce que vous imaginez. Mais méfiez-vous tout autant de l'effet waouh, l'effet hyper positif de oh, ouais, c'est incroyable. J'ai demandé ça à l'assistant, bah, il m'a produit la réponse, bah, c'est parfait. Méfiez-vous aussi de ça. C'est pour ça, appuyez-vous sur des experts si vous ne l'êtes pas vous-même déjà, pour essayer de valider la qualité de la réponse. Puis parfois, sur un sujet, première, deuxième, troisième conversation, la réponse est bonne, puis subitement, vous allez déchanter au bout de la quatrième ou la cinquième interaction, vous allez vous dire, bah mince, ça marche pas aussi bien que les fois précédentes. C'est complètement OK. Votre produit, il est pas du tout fini au départ. De toute façon, si dans vos métiers, vous faites des productions, et je pense que c'est pas seulement le produit, on n'est jamais ou très rarement satisfait du premier coup. Bah là, c'est la même chose. Continuez à améliorer, à avoir cette approche. Et donc, j'en viens à la dernière slide, avant qu'on passe aux questions-réponses, mais considérez donc votre agent comme un produit, et donc un produit, il n'est jamais fini. Donc, en résumé, testez-le. C'est hyper intéressant, ça j'en retiens vraiment un vrai enseignement, c'est au-delà des experts, donc il y a les experts, j'en ai beaucoup parlé, mais les utilisateurs du quotidien, observez-les. Soit vous vous mettez à côté de la personne et vous lui dites tiens, j'aimerais bien que tu me montres comment tu as interagi avec l'assistant, qu'est-ce que tu lui as demandé, est-ce que tu peux me partager, pourquoi pas, si votre outil le permet, comme c'est le cas avec Prism, est-ce que tu peux me partager la conversation que tu as eue, ou bien tiens, voilà, essayez d'être en observation. Moi, je l'ai beaucoup fait avec l'équipe design de Bouygues Télécom, où on faisait des petits ateliers collectifs, et puis moi j'essayais de passer derrière avec un petit œil curieux, de se dire tiens, comment les utilisateurs prennent en main l'outil, c'est ce qui va vous permettre de l'améliorer véritablement, les experts et les utilisateurs du quotidien. Parce que finalement, un expert, je reviens sur l'assistant de rédaction une seconde, l'assistant de rédaction, il va pas énormément servir à un UX writer, à un communicant, à un attaché de presse, etc. Parce qu'a priori, il est déjà très expert, il fait son boulot rapidement. Alors peut-être ça va lui permettre de faire quelques tâches pas très gratifiantes plus vite, ce que je disais sur le gain de rapidité, mais sinon il va pas gagner énormément. En revanche, ce qui est intéressant, c'est des utilisateurs novices sur le sujet qui vont se dire tiens, moi ça peut m'être utile un assistant de rédaction parce que moi c'est une plaie pour moi, et donc observez-les. Les experts et les novices. Améliorez absolument votre outil. J'insiste, vous m'avez entendu le répéter, mais votre agent, il n'est pas fini, donc améliorez-le, notamment au début, mais pas que. Dans la durée, continuez à l'observer. C'est pas parce que votre outil a fonctionné pendant 3 mois que ça y est, c'est bon, ça roule et ad vitam aeternam, on n'y touche plus. Continuez à le compléter. Continuez à vous interroger à comment il pourrait encore être plus utile à ses utilisateurs. Et comme dans un jour sans fin, il faut continuer à retester. Une fois que vous avez amélioré, ne vous dites pas c'est bon, oui, j'ai observé, j'ai amélioré, c'est bon, ça va marcher. Retestez, vous avez amélioré, retestez votre produit et vous allez vous apercevoir sans doute d'encore d'autres pistes d'amélioration et vous allez recommencer, recommencer, recommencer. Donc voilà, c'est la logique, c'est un agent, ou un assistant, il répond à un vrai problème, il nous aide à être meilleur, c'est un peu l'objectif principal. En revanche, on y va petit à petit,
on commence par des instructions qui sont peut-être un petit peu légères ou concises, mais c'est OK. Et puis petit à petit, on le teste, on l'améliore jusqu'à ce qu'il devienne vraiment fiable. Une fois qu'il est fiable, on passe à un step suivant qui est plutôt de passer dans un rôle d'agent véritablement. Et puis ainsi de suite, on recommence, on teste l'agent, on l'améliore et on recommence jusqu'à ce que finalement l'IA nous permette d'être véritablement meilleur et plus rapide. J'en ai Et juste terminé, je vois qu'il est midi. Oui, Oui, n'hésite pas, Wafa. juste sur la notion d'amélioration, pour information, vous avez peut-être vu des pouces vers le haut, des pouces vers le bas dans les démonstrations qu'a montré Bastien. En fait, ça, c'est lié à un outil qui s'appelle AI Insight sur Prisma AI. Ça permet de faire quoi? De recueillir les pouces en haut, on aime bien les voir. Et puis surtout, quand il y a des pouces vers le bas, qu'on n'est pas satisfait de la réponse, on peut expliquer pourquoi on n'est pas satisfait de la réponse. Et ça donne des insights très précieux pour nos clients, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer et où est-ce qu'ils peuvent faire des ajustements en repassant sur les différents éléments qu'a cité Bastien. Soit le LLM n'est pas bon, soit les instructions sont pas bonnes, ou soit la documentation est à améliorer. Je t'ai coupé, Bastien. Est-ce que tu Non, mais avais... je étais vois en train qu'il de est finir? midi Juste et c'était la dernière slide. Donc, Juste sur la dernière, avant de passer aux mm. nouvelles questions, il y a une question qui est restée en suspens de Florian concernant est-ce que l'assistant nous préconise un modèle à utiliser plutôt qu'un cadre dans le multi-LLM. Je vais répondre rapidement à ça. En fait, quand on va créer son agent, on a la possibilité de choisir le modèle de langage ou le LLM parmi ceux qui sont autorisés par l'entreprise. Et donc, c'est à moi, agent owner ou la personne qui crée l'agent, de faire plusieurs tests avec plusieurs agents, sachant que on sait à peu près quel type d'agent, quel type de modèle de langage va être pertinent pour la rédaction, par exemple, ou pour la génération de code, etc. Et donc, ça nous permet, moi, quand j'ai créé mon agent, c'est moi qui suis maître du modèle de langage qui est le plus pertinent. Quand on va passer à une phase de scale, ou qu'on va passer dans la moulinette de gouvernance, si on veut le partager avec l'ensemble des collaborateurs, on va pouvoir, c'est des experts qui pourront être plus pertinents si jamais le choix du modèle de langage n'est pas bon. Et donc, de mettre celui qui est encore meilleur. Et il y a une version qui devrait arriver courant 2026. On travaille sur la possibilité de faire un routage automatique sur le banc LLM en fonction du contexte, en fonction du type de données à traiter, en fonction du type de requête aussi ou d'action que l'agent doit exécuter, ce qui permet d'être beaucoup plus fin finalement sur le choix du LLM. Il y aura aussi la notion de coût par rapport à la performance pour qu'on soit aussi dans une logique de frugalité. Donc ça, le routage automatique vers le bon modèle de langage, c'est quelque chose qui va arriver courant 2026 sur Prisma. Est-ce qu'il y Je a réponds à d'autres la question je vois qu'il y a une question de Benoît qui dit c'est Bouygues, c'est le designer qui met en place cet outil. Est-il plus pertinent que ce soit lui, vu sa façon d'aborder le sujet qui est très axé design? Et dans une autre présentation que j'avais faite, véritablement un public 100% design, j'avais dit les designers, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les designers, c'est peut-être les mieux placés pour créer des agents. Justement, effectivement, et c'est ce que Benoît dit dans la question, effectivement, c'est l'approche du test and learn, de faire attention au biais, de mettre en avant le besoin. Donc je pense que je sais pas si c'est plus pertinent que ce soit les designers ou d'autres personnes, mais en tout cas, je pense que en tout cas, les designers, quand il y en a dans les entreprises, si c'est votre cas pour celles et ceux qui sont encore avec nous, ils sont très bien placés pour accompagner les autres métiers pour le faire. Le but, c'est aussi de ce type de webinaire ou de prise de parole au sein de l'entreprise. On en a chez Bouygues Télécom. C'est justement essayer d'acculturer, de partager cette approche avec d'autres pour donner des idées et puis aussi être à disposition. Je pense que les designers, ils ont une approche de facilitateur en général. Donc, c'est aussi dire si tu as besoin d'un peu d'aide pour mettre en place l'agent, n'hésite pas. Et moi, je sais que on m'a posé plusieurs points, plusieurs calls, plusieurs cafés pour dire est-ce que on peut échanger parce que j'ai identifié un besoin, mais que j'ai besoin d'aller plus loin. Donc c'est OK. On a aussi, bien sûr, on a une direction stratégie, innovation qui a un plateau IA et l'équipe IA est là pour accompagner les gens. Il y a
une mécanique de formation. Il y a tous les jeudis, il y a des cafés pour café IA qui permettent aux personnes de passer librement et de voir les experts IA pour créer des agents ou les améliorer. Donc, c'est important de pas laisser les personnes toutes seules face à l'outil, parce que certains vont aller voir, se documenter par eux-mêmes, et puis en fait, c'est quand même pas si simple à la base. Mais c'est bien d'avoir donc une logique collective toujours pour partager les bonnes pratiques. Nous, on est convaincus chez Prisma.ai que, en fait, qu'on soit dans le design ou pas, que ce soit le plus pertinent, c'est que ce soit les métiers qui initient les agents en fonction de leurs besoins, parce que c'est le métier qui connaît son process, c'est le métier qui connaît ses pain points, ses points de douleur et ses problèmes, et donc c'est le métier qui connaît aussi ses process et qui saura le mieux savoir comment est-ce qu'il peut finalement transférer, parce que ce qu'il racontait, Bastien, c'est exactement la manière dont il exécutait son job sans agent qu'il est en train de transposer sur là où ça peut le rendre meilleur que de déléguer finalement à l'agent. Donc, c'est le métier. Si on ne connaît pas bien son métier, on ne pourra pas transposer ça de manière correcte et surtout venir valider si l'exécution est fiable ou pas de l'agent. Et il est tout là, en fait, notre raison d'être, c'est de dire, OK, c'est les métiers qui doivent avoir un moyen efficient qui leur permet finalement de s'approprier la réalisation ou à minima l'initiation des agents. Bien évidemment que les agents les plus complexes, on va avoir besoin de solliciter ses collègues les plus techniques, exactement comme j'ai donné l'exemple du Excel au tout début exprès. Aujourd'hui, l'entreprise, dans tous les collaborateurs savent utiliser Excel, mais on ne demande pas à tout le monde d'avoir le même niveau de maîtrise de l'Excel. Il y a ceux qui savent tout simplement remplir des cellules et faire des tableaux dynamiques, et il y a ceux qui peuvent faire des macros ultra complexes et faire du VBA sur de l'Excel. Et c'est exactement la même logique. Les choses qui sont simples et faisables, réalisables en no-code peuvent être réalisées par le métier. La validation, le test automatique, etc., tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont intégrées by design sur la plateforme Prisma.ai. C'est des choses qui peuvent être faites directement par les métiers. Mais si on veut faire des choses beaucoup plus sophistiquées, c'est-à-dire des automatisations, des workflows, faire communiquer des agents, etc., etc., là, on va pouvoir passer la main aux experts techniques qui vont pouvoir nous aider, ou des experts métiers qui ont un attrait à la technique. Et c'est là, on va exploiter la dimension collaborative, finalement, de la plateforme Prisma.ai, où métiers et experts techniques peuvent collaborer ensemble sur les mêmes agents. Il y a une question sur LLM as a Judge. Implémentez-vous des approches LLM as a Judge permettant de lever certains doutes sur les réponses des agents? Est-ce que tu veux répondre à cette question, Bastien? Sinon, moi, j'ai une réponse. Ouais, pour l'instant, nous, on est dans une... Pardon, j'avais un problème de son. Pour l'instant, on est plutôt dans une approche d'évaluation par l'humain et par les experts. Mais effectivement, c'est une approche que j'ai observée pour l'instant. On n'est pas allé sur ce terrain chez Bouygues. Notamment pour une raison, en tout cas, moi, en tout cas, je parle vraiment pour les assistants que personnellement j'ai créés. On est quand même sur une matière qui est un peu subjective, une matière assez qualitative et un peu subjective, plus que sur de la data et des choses qui sont soit blanc, soit noir. Et c'est aussi la limite de ces approches. Donc pour l'instant, nous, on est plutôt sur une approche d'évaluation par l'humain. Mais en tout cas, pour répondre à la question, la plateforme permet effectivement de faire le LLM as a Judge à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il va être sur ce qu'on appelle les tests automatiques pour valider un agent. Quand on crée un agent, on a la possibilité de venir insérer un set de golden tests, donc questions-réponses idéales attendues, qu'on va pouvoir faire tourner de manière automatique. Et donc, quand on va la faire tourner, il y a deux choses. Il y a le score LLM, donc le score de l'IA, et il y a le score humain. Donc, l'IA va venir faire du LLM as a Judge pour scorer la réponse qui a été fournie par l'agent par rapport aux instructions, etc. Et quand le score il sera pas bon, il va donner aussi des pistes sur qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer pour que la réponse matche mieux la réponse idéale attendue. Et donc, ça peut être des idées ou des pistes d'amélioration, soit de la donnée exploitée, soit des instructions. Voire de certains paramètres qui ont été mis dans la réalisation de l'agent. Donc ça, c'est un premier niveau. Et bien évidemment, on peut venir mettre un score humain pour dire si on est d'accord ou pas avec ce que le LLM as a Judge a fait.
Ça permet de faire quoi? Ça permet si demain, par exemple, on décide de basculer l'agent d'un modèle de langage vers un autre et vérifier qu'on ne perd pas en pertinence, le set de tests, questions, réponses idéales attendues, sont là avec l'historique de ce qu'on a pu faire tourner comme test. Et donc, on peut faire de la non-règle, finalement, des tests de non-régression automatisés avec l'appui du LLM as a Judge. Et encore une fois, on a aussi le score humain et il y a un matching entre les deux pour améliorer aussi le LLM as a Judge en prenant en compte la validation humaine. Donc ça, c'est dans la question un premier niveau qui est sur la réalisation-validation d'un agent et puis son maintien dans une logique de validation de non-régression si on change des paramètres ou si on change des modèles. Ensuite, on va avoir le LLM as a Judge pour valider des agents en cours de vie. On peut créer des agents qui vont venir surveiller, observer en temps réel tout ce qui se passe au niveau d'un agent pour pouvoir remonter des alertes si jamais on a des écarts par rapport à la manière dont on lui demande de se comporter, ce qui permet de reprendre la main et de faire des corrections, etc. Et donc là encore, on peut avoir aussi, des étapes à mettre en place, le temps de valider la fiabilité avant de lâcher complètement dans la nature l'agent. On peut avoir des bouts avec des étapes et des validations humaines. Donc finalement, c'est de l'observabilité ou de la surveillance humain-machine, humain-agent qui vont devoir collaborer ensemble pour avoir une couverture un peu plus complète et surtout fiable. Vous orientez-vous vers un agent qui gérerait lié à un repository, pardon. Ouais, je l'ai mis en commentaire. Après, il y a de la latence entre le moment où on parle et le moment où c'est diffusé sur LinkedIn, mais je suis pas sûr d'avoir compris la question. En général, dans l'UX design, parce que je vois que Adrien est lead UX designer, les repositories, on s'en parle notamment sur la recherche utilisateur, où en gros on centralise tous les enseignements de la recherche utilisateur. Donc la question est peut-être, est-ce qu'il s'agit d'un agent qui gérerait les résultats ou analyserait les résultats en grand ou nous ferait des recommandations de solutions en identifiant des problèmes récurrents issus de la recherche utilisateur. Si c'est le cas, la réponse est oui, toujours dans cette logique de on y va step by step. Donc on a effectivement un repository où on centralise, nous, les données de la recherche utilisateur. On a un assistant que je vous ai pas montré, faute de temps, mais qui est sur la recherche utilisateur. Effectivement, pour l'instant, toujours dans cette logique on a commencé par un assistant, mais maintenant, on va essayer d'automatiser certaines tâches qui sont soit trop chronophages pour un humain digne de ce nom. Et donc, on va essayer de connecter l'agent à notre repository pour aller soit juste lui poser des questions, soit directement prendre des actions, faire des recommandations, pardon. Ça pourrait être le cas. Il est 12h15, on a dépassé de 15 minutes. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une toute dernière question? Sinon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci beaucoup à toi, Bastien, pour ton précieux partage sur comment est-ce qu'on peut, si on n'a pas de compétences techniques, créer des assistants, les faire évoluer jusqu'à arriver sur des agents qui font beaucoup plus de choses. Et puis, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est cette logique et ces insights que tu nous as partagés sur qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire pour réaliser des agents qui apportent réellement de la valeur et qui soient utiles. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. En tout cas, si vous avez des questions qui vous reviennent, vous pouvez toujours me les adresser directement sur LinkedIn. Si ça concerne Bastien, je pourrais toujours lui router s'il accepte de répondre en différé et je ferai le relais. Oui, il y aura le replay, il sera disponible sur LinkedIn directement normalement. La réponse, enfin, ça c'est pour Marianne qui posait la question, s'il y aura un replay. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Wafa, merci beaucoup. encore une fois pour l'invitation. Pardon, Bastien, vas-y. Non, je disais merci beaucoup pour l'invitation et merci à celles et ceux qui ont participé. Merci à celles et ceux qui ont posé des questions aussi et à bientôt.
À très bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on y est presque à cette fin de 2025. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.